Donc, le commentaire sur le 15e chapitre débute. Et d'ailleurs, il restera 4 chapitres, puisqu'on est au 15, 16, 17, 18. La scène se conclut au 18e chapitre. Et je traiterai les 4 derniers, c'est-à-dire, pour commencer avec celui-là, avec le 15, je les traiterai comme une espèce de globalité, c'est-à-dire que je parlerai éventuellement, enfin dans le commentaire, on pourra évoquer des choses qui seront plus précisément exposées dans les suivants, parce que ça forme une espèce d'ensemble, ces 4 derniers chapitres. Ce chapitre 15, il débute en traçant un peu le tableau. C'est le tableau d'un grand désordre. Ce qu'on avait appelé le Suaire, qui est un territoire qui faisait l'exemple d'une civilisation empêtrée dans le pétrole et dans la surveillance informatique. Donc le Suaire est en flammes et est en décomposition. Et là, le héros Campbell, c'est-à-dire l'éditeur de ce mouvement de science-fiction, c'est-à-dire Stuart dans le roman, vient de traverser un territoire qui s'appelle la Niaque, et la Niaque est aussi en catastrophe, en décomposition, et il arrive à son bureau où il trouve Van Vogt et Hubbard, autrement dit Hubbard, c'est-à-dire celui qui est l'auteur de la dianétique, et puis Vogt, lui, c'est l'auteur, de la sémantique générale, enfin c'est le théoricien de la sémantique générale. Donc, en arrivant dans ce bureau, Campbell trouve un grand désordre. Il sort d'un désordre à l'extérieur, et l'ambiance est identique dans son bureau. L'ensemble, pour revenir à l'ensemble donc de ce qui se trame dans la scène, c'est que l'association, le projet de Stuart, de Campbell, que la scène décrivait en fait un débat ou une opposition qui avait été organisée en fin de compte, sans tout à fait l'avouer, mais organisée une opposition à la psychanalyse. C'était dans les années 1940, 1950. La psychanalyse freudienne commençait à être connue aux États-Unis, à avoir pas mal de succès, et Campbell, les éditions Campbell, les éditions de Astounding Science Fiction, ont conçu le projet d'abattre, de mettre fin à la psychanalyse. Ça, c'est certain, c'est documenté, c'est attesté, parce que lorsque l'opération a été lancée, avec ce qu'on appelait la dianétique, à ce moment-là, Campbell a fait des déclarations en disant que Hubbard allait avoir le prix Nobel, que la psychanalyse freudienne c'était fini, c'était terminé, et que maintenant la nouvelle psychologie allait avoir lieu à partir de ces auteurs et de la dianétique. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que pour faire cette attaque contre la psychanalyse, Hubbard avait
utilisé l'outil de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il avait utilisé le divan et la consultation, la séance psychanalytique. Par conséquent, on doit déduire de cela que l'intention de la science-fiction, enfin l'intention du mouvement de Campbell, n'était pas de mettre fin à la psychanalyse, mais était de mettre fin à une modalité de la psychanalyse. C'est-à-dire, ce n'était pas tant la psychanalyse qu'ils attaquaient, c'est-à-dire la séance avec le divan et la parole, puisque c'était ce qu'ils allaient faire avec un autre nom, l'auditing, ils s'appelaient ça. Et donc, c'était l'idéologie, c'était la pensée, ce qu'on peut dire la pensée freudienne, qu'ils avaient l'intention d'abattre ou ils avaient l'intention d'y mettre fin et de continuer cependant ce qu'on appelait la psychanalyse, s'il s'agit simplement du divan et de l'écoute. Et cela peut se comprendre parce que la pensée freudienne, le mouvement freudien aux États-Unis, était extrêmement lié à la propagande américaine. Et par conséquent, si des sociologues ou des psychologues voulaient s'opposer à la propagande, ils devaient s'opposer au freudisme. Et cependant, continuer la technique du divan et de la parole, puisque elle était sans doute une opération scientifique et sociologique d'une grande importance, et qu'elle avait simplement été, selon eux, dévoyée, détournée ou mal utilisée par Freud et la famille Freud. Et donc, on va retrouver quelques petits schémas. Par exemple, voici, on voit ici un fameux tableau qui était chez Freud. C'était c'est l'illustration que l'on trouve à la Pitié-Salpêtrière de la présentation de malade de Charcot, qui instruit ses disciples, c'est des élèves, des étudiants neurologues et psychiatres qui leur enseignent les techniques de l'hypnose. Et Freud a assisté à ces présentations de malades, et ce tableau, une reproduction de ce tableau, était affiché, suspendu dans son cabinet. Et Freud a aussi traduit en allemand Charcot. On peut noter que si Charcot a été traduit en allemand par Freud, il a été traduit en anglais par un auteur qui s'appelle Sigerson. Sigerson, c'est le pseudonyme que prend Sherlock Holmes. Dans les romans de Conan Doyle, lorsque Sherlock Holmes disparaît. À un moment, il y a dans la carrière de Sherlock Holmes une interruption de 4 années. Et il se fait passer, il voyage en Europe, et il voyage sous un pseudonyme. On pense, dans les romans, on pense que Sherlock Holmes est mort, et il voyage en fait sous le pseudonyme de Sigerson. Et Sigerson, c'était le traducteur de Charcot en anglais, je me répète là. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on y fait attention, on apprend que, je ne vais pas aller tout à fait au bout de l'affaire, au fond de l'affaire, parce que, enfin, disons que l'affaire émane du fait que Conan Doyle, avant d'écrire Sherlock Holmes, voyageait effectivement en Europe et était à visiter la Bohème, le pays de Giordano Bruno, le pays du royaume de Bohème, de ce qui s'appelle le scandale en Bohème, ensuite écrit
par Conan Doyle, comme une des aventures de Sherlock Holmes. Et surtout qu'en 1890, Doyle est à Vienne. Il apprend, à ce moment-là, il se spécialise en ophtalmologie. Au moment où Freud publie les études sur l'hystérie, au moment où Freud travaille avec son ami Fliess, et au moment où ils travaillent tous avec la cocaïne et l'anesthésie des parois olfactives, et aussi évidemment en ophtalmologie. Il n'est dit nulle part que Freud ait jamais rencontré Doyle, que Conan Doyle et Freud ne se soient jamais rencontrés. Il y a un livre qui en fait la fiction, mais cette absence de rencontre entre celui qui allait devenir le psychiste essentiel en Angleterre, avec puisque Doyle était un spirit et s'intéressait beaucoup au psychisme. Il était d'ailleurs énervé que son Holmes ait tant de succès parce qu'il voulait plutôt travailler dans le psychisme, et donc qu'il ait peu parlé ou qu'il n'ait pas rencontré Freud, cocaïnomane, avec le héros Holmes cocaïnomane. Tout cela fait partie de ce qui s'appelle une enquête. Hein. Donc on n'a pas de preuves. On n'a aucune preuve qu'il y a eu une connexion authentique, consciente et instrumentée entre Conan Doyle et Freud. Mais disons qu'ils étaient à cette époque-là tous les deux à Vienne et s'intéressaient à la cocaïne. Alors, on va reprendre aussi un autre schéma pour voir, pour situer un petit peu tous les personnages de cette époque et comment la chose a pu se... Voici donc on a vu ici le tableau de Charcot, et voici une échelle. Là, on le lira peut-être pas très bien. Je marquerai, je vais le préciser oralement, qu'est-ce qui est marqué sur cette échelle, et je donnerai le lien, l'URL sur le web où on peut trouver tout l'article où j'ai un petit peu détaillé cette chose-là. Cette échelle ici s'étend de 1919 à ici 1919 à 1955. Nous avons ici la période de la guerre, le décès de Freud ici, et j'ai commencé en 1919 parce que nous avons Édouard Bernays qui est à Paris à ce moment-là pour la conférence de la paix, et c'est aussi l'époque où il contacte son oncle Freud en lui offrant des cigares pour lui demander des conseils pour une première campagne de publicité sur le tabac. Freud lui répond, lui donne les clés de la psychanalyse, et Bernays vient devenir le propagandiste de la maison, enfin des États-Unis et de la Maison Blanche avec les théories de Freud. Nous savons tout ça. Exactement, donc c'est en 1919 qu'a eu lieu cette conférence de Paris, le premier contact avec Freud, et c'est en 1929 que Bernays entre absolument dans la politique, dans la propagande, et qu'à ce moment-là, des politiciens peuvent commencer à s'alarmer puisqu'ils découvrent qu'ils apprennent que la Maison Blanche a pour conseiller donc un publicitaire qui utilise les méthodes de la psychanalyse. Alors évidemment, comme ce sont des politiciens, ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, et il va y avoir un autre courant qui va essayer de prendre la place de ce conseiller principal de la Maison Blanche.
Et c'est à peu près, alors, voici Campbell. En fait, Campbell, il y a une erreur ici. Campbell va commencer créer sa maison d'édition. Je vais le montrer brièvement en 1938, juste avant-guerre, bon, au moment où Freud va décéder. Ensuite, nous allons avoir l'apparition de la dianétique, c'est-à-dire là où de manière déterminée Campbell engage ici Hubbard pour créer l'auditing. Ça a lieu après-guerre en 1950. Entre-temps, Van Vogt a écrit le monde des non-aristotéliciens. Ce qui s'est passé ici en 1950, nous allons de nouveau comprendre ce qui se passe avec une image. J'efface ce calque. Nous revenons à Charcot. Charcot, c'était en 1900 à peu près, un petit peu avant, même en 1890 précisément, à cette époque, Doyle, cocaïne, Vienne, etc. Et voici en 1950 une photo prise à Los Angeles de Hubbard et de la création de la dianétique. Alors, la photo est sombre, on la verra mieux sur l'internet. Je vais ici, pour les spectateurs ici, la dessiner. Nous avons ici une femme allongée. Elle est en séance de psychanalyse. Nous avons ici Hubbard qui est incliné, qui est penché sur elle. Il est sur un fauteuil. Et il y a toute une audience, toute une foule. C'est dans une grande salle. Ils sont ici sur un promontoire, enfin sur une estrade. Et Hubbard, ici, il y a un micro qui capte ce que cette femme dit dans sa séance de auditing. C'est-à-dire, c'est absolument, strictement à la disposition de la psychanalyse, réalisée de façon publique. Donc, on a là une comparaison. On voit ce qui s'est passé. D'abord, ce qui se passait entre les deux guerres, ce qui se passait aux États-Unis avec la psychanalyse, ce rôle politique et ce rôle commercial et de propagande qui était entretenu. Le mot de propagande était inventé, a été utilisé précisément par le neveu de Freud, qui était à la tête de cette affaire. Et ensuite, puisqu'il avait aussi inspiré les nazis, il a changé le nom de propagande après-guerre et il a appelé ça les relations publiques. Mais Goebbels et les autres politiciens nazis utilisaient le terme de propagande avec les livres et selon les méthodes de Bernays. Donc, on peut mesurer et on peut comprendre qu'il y avait un motif extrêmement précis, important, politique, objectif, soit de s'allier aux relations publiques de Bernays, soit de créer un autre courant. Et donc c'est ce que la scène, le roman a décrit. Et arrêtons-nous un petit peu ou précisons un petit peu ce qui va se passer avec Hubbard ici. Après-guerre, en 1950, qui crée la dianétique, on sait qu'il est très rapidement attaqué il est accusé d'exercice illégal de la médecine, évidemment, par l'équipe d'Ernay et par l'équipe au pouvoir. Et il va à ce moment-là transformer sa dianétique en scientologie. Et c'est plus tard, en 1967, qu'il va
Hubbard, avec la scientologie, va quitter le territoire américain. Il est tellement poursuivi, il l'a déjà quitté, il a essayé de s'installer en Angleterre, en Afrique du Sud, et finalement, à partir de 1967, il apparaît une flotte et il va diriger la scientologie à partir des océans, dans les eaux internationales, et ce sera quelques années plus tard que la Maison Blanche déclare et révèle que l'opération scientologique a réussi et qu'ils ont infiltré l'administration de la Maison Blanche. Il y a ensuite des négociations et Hubbard peut revenir aux États-Unis. Ça, je n'ai plus les années en tête, mais et à ce moment-là, officiellement, enfin, si on peut dire, on sait que la scientologie est reconnue comme une opération concurrente ou parallèle, ou qui est admise, qui est reconnue politiquement correcte. Mais il était intéressant de voir que toute son origine et toute son arrivée au pouvoir s'est instrumentée sur la pratique d'une psychanalyse de manière collective, avec ce que Hubbard appelait l'auditing. Alors, ça c'est un petit peu la trame de fond. Ce que le chapitre 15 précise, c'est que, puisque l'on fait une analyse de ces, comme une enquête policière, mais aussi une analyse donc on distingue des forces, des courants, des tendances, des instances diverses, et on a pu reconnaître, disons, trois cultures ou trois systèmes, trois modèles culturels. L'un qui est celui que j'ai attribué à Asimov, qui est celui d'une robotique aristotélicienne, et qui est aussi celui de la bombe atomique, d'une instrumentation par le militarisme, si on peut dire. Hein. Il y a une alternative à cela, et nous la voyons apparaître aujourd'hui, c'est l'alternative religieuse. Pour ces deux modalités, religion et atomisme, font partie de la propagande et plus ou moins instrumentées par le freudisme, puisque le freudisme a été extrêmement impliqué avec la religion. Puis témoin, le livre que Freud a écrit durant toute sa vie et qu'il a publié quelques semaines, on peut dire quelques jours avant de mourir, c'est-à-dire l'histoire et le rôle et la fonction de Moïse dans la civilisation. Ça s'appelle Moïse et le monothéisme, et il est évident que Freud, c'est-à-dire le courant psychanalytique freudien, ignorait et refoulait le fait que ce Moïse était Akhénaton, c'est-à-dire était Oedipe, c'est-à-dire c'était le fondateur d'Athènes, enfin l'initiateur de Thésée. Donc dans la propagande, il y a évidemment le militarisme de l'atomisme et aussi la religion, le freudisme s'en étant chargé donc par le refoulement. Refoulement aussi, donc évidemment du Moïse Oedipe, mais du Moïse Akhénaton, et là on verra qu'il s'agit d'autre chose que simplement de la démocratie. Mais avant cela, il faut citer la troisième modalité. Il y a l'atomisme, le militarisme, il y a la religion, et la troisième modalité, c'est la science. C'est-à-dire, c'est ce qui est objectif, ce qui n'est pas idéologique, ou ce qui n'est pas une modalité dans la psychanalyse, c'est la science, c'est-à-dire la parole et l'écoute.
et notamment la parole sur le divan, c'est-à-dire dans certaines conditions neurophysiologiques et cybernétiques. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé en nom de code D2V. Il y a eu tout un traité de plusieurs volumes écrits là-dessus, et c'est la troisième option. Alors, c'est ce que dans le chapitre 15, on voit expliquer. Nous avons d'une part l'aristotélicien Vogt qui va se dégager ou tenter dans les termes de la propagande de tenter de découvrir ou d'inscrire, de déchiffrer, de localiser la fonction de l'énergie. Et alors, cette énergétique, elle est décrite soit en termes de héloptique. C'était une théorie qui avait cours aux États-Unis à l'époque. Il y avait aussi ce qu'on appelait la radionique, qui était aussi une autre théorie d'une énergie, tout ça qui se rapportait à l'énergie universelle, à l'éther, ce qu'à l'époque de Descartes, on parlait en termes d'éther. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y avait aussi une autre façon de nommer cette énergie mystérieuse et imaginaire pour beaucoup, c'était la nommer comme l'orgone, c'est-à-dire comme la libido. Et évidemment, il y avait à cette même époque, il y avait Reich qui faisait ses expériences sur l'orgone, et les théoriciens de la science-fiction, c'est-à-dire Vogt et autres, ne parlent jamais d'orgone. Ils vont parler d'autres formes d'énergie, de cette héloptique, de cette radionique, mais l'orgone fait partie de la théorie de la libido, c'est-à-dire côté Bernays, côté Freud. Donc, d'une part, on voit cela, et on voit d'autre part, dans le chapitre 15, hein, d'une part, on voit le chapitre 15 résume le débat, aussi bien le débat politique dont on vient de parler, mais qu'aussi le débat scientifique sur les énergies qui sont celles de l'hypnose, ou du désir, enfin de ces énergies sociales, libidinales, enfin qui sont évidemment soumises à la question, et qui aboutissent, qui mènent à une quatrième épopée ou une quatrième requête ou une quatrième solution, quatrième hypothèse qui est évoquée par une héroïne qui s'appelle Donna, c'est-à-dire, dans ce domaine de l'énergie, eh bien, ce sont les drogues. C'est-à-dire que si on veut traiter de l'énergie libidinale, voire de l'énergie sociale collective, la psychiatrie va répondre de cette question en proposant une théorie et une pratique de l'emploi des drogues qui orientent les énergies, qui les calment, qui les inhibent ou qui éventuellement peuvent les développer si un jour la psychiatrie prend ce chemin. Mais nous voyons introduit nécessairement, obligatoirement, dans ce grand panorama que nous tentons d'analyser, de ce panorama du XXe siècle et des compétitions et des débats et des modalités culturelles qui ont eu cours, nous sommes obligés de faire mention évidemment de la drogue. Alors, à ce propos, ou dans cette perspective, il conviendrait de rajouter un personnage de science-fiction, enfin un auteur. Hein. On a
parlé de Asimov, de Van Vogt, de Hubbard. Et il y a un auteur très important qui est apparu, lui, plus tard. Il commence à écrire en 1950, pas beaucoup plus tard, mais enfin, disons, il est très jeune écrivain en 1950, et il s'agit de Philip Dick. Et on parlera plus précisément de Philip Dick dans les ouvrages, enfin dans les chapitres, pardon, ultérieurs, dans ces 4 chapitres dont nous parlons. Mais il est bon d'introduire et de parler à présent de Philip Dick, parce que si la question de la drogue est importante, évidemment elle l'est entre Holmes et Freud, la cocaïne, s'il y a eu un grand écrivain, un grand homme de science ou de conscience ou d'influence dans le XXe siècle qui était presque constamment drogué ou qui était spécialiste des drogues, c'était donc Freud, avec la cocaïne, le tabac et la morphine dans de nombreuses dernières années de sa vie. Donc, nous avons évidemment la question de ces drogues, mais surtout, nous l'avons même dans la perspective de la civilisation, parce que le Moïse de Freud, le Moïse et le monothéisme, s'il refoule l'identité ou le nom de Oedipe, la description de Moïse comme Oedipe, on sait qu'elle refoule aussi la description de Moïse comme Akhenaton. Freud fait simplement le rapprochement, mais n'identifie pas l'un et l'autre. Or, ce qui s'est passé avec Akhenaton à Amarna, c'est encore une chose qui est taboue, qui n'est pas mentionnée par les égyptologues, mais c'est l'emploi de drogue. Évidemment, on sait que ça a toujours eu lieu dans le cas des religions, des religions anciennes. Il y avait des initiations comme ça. Il y en avait à Athènes aussi plus tard, après Akhenaton. Mais ça a été un facteur très important à Amarna. Et il y a des raisons de supposer que ce facteur important a été en fait un débat, une lutte ou une opposition qui a eu lieu entre probablement la drogue africaine classique, qui était, je crois, l'ibogaïne, et une drogue plutôt celtique, une drogue qui venait autour de la mer Égée, qui était l'ergot de seigle. Entre guillemets, l'inventeur, le découvreur du LSD, c'est-à-dire de l'extraction du principe actif de l'ergot de seigle, qui s'appelle Hofmann, et c'était un Suisse, un savant, un scientifique suisse des années 50, des années 60, 70, après avoir fait cette découverte du LSD, a consacré le reste de ses études à chercher l'historique de ce LSD, c'est-à-dire est-ce que ça avait pu être découvert avant les capacités modernes d'extraction et de raffinage, parce que sinon c'est un produit dangereux quand il est pris brut comme ça. Et Hofmann conclut, après ces années de recherche sur l'historique, conclut que, selon toute probabilité, le LSD était connu à l'époque d'Éleusis, et donc il y a toutes les raisons de penser que c'était bien quelque chose qui était introduit à Amarna et qui introduisait d'autres rituels ou d'autres modalités religieuses par rapport à l'iboga traditionnelle de l'Égypte africaine noire. Alors, tout cela, c'est pour revenir à Philip Dick. Ce qui est très intéressant ou remarquable dans l'histoire de Philip Dick, c'est que cet homme a été considéré comme quelqu'un qui était plus ou moins paranoïaque. Il était extravagant, par exemple, il avait déclaré à un moment
que le FBI était entré dans son bureau, avait fait sauter au plastique, à la dynamique, ses coffres ou ses secrétaires, enfin pour fouiller, chercher des documents. On disait ben, il est un peu fou, ou bien il se fait sa pub, c'est n'importe quoi. En fait, l'histoire, maintenant avec le recul, montre que Philip Dick a été un des auteurs extrêmement importants de cette civilisation américaine de ce siècle-là, puisque Hollywood l'a utilisé, Hollywood ou le cinéma, le nombre de films entre Blade Runner, Total Recall et je ne sais lesquels est impressionnant. Donc Dick a authentiquement, manifestement, a été un grand créateur et a été un personnage extrêmement influent. De sorte on peut se demander s'il était vraiment aussi fêlé que ça. Parce qu'en plus de ça, il prenait certainement beaucoup de drogue. Et alors, si on fait usage de psychodysleptiques et qu'on est paranoïaque, on ne tient pas le coup très longtemps. On n'arrive pas à avoir une œuvre gigantesque. Donc, c'est que il n'était peut-être pas aussi malade mental que ça. Hein, et que c'était une façon d'amoindrir ou de déprécier, une propagande aurait très bien pu faire ça, pour déprécier ou atténuer les effets de ses écrits. Et alors, Dick, il y a quelque chose que je voulais dire avant, peut-être ça me reviendra, c'est-à-dire que neutre, qui est le chroniqueur. C'est aussi une des choses qui caractérise. C'est un récit, c'est une histoire, c'est un roman. Passionné de littérature fantastique de Philip K. Dick, l'écrivain voit les premiers chrétiens comme des mutants qui ont peu à peu dévoré de l'intérieur l'Empire romain. La chose qui cimentait leur foi, leur groupe, était aussi l'absorption de ce sacrement très bizarre qu'on s'est mis à appeler l'Eucharistie. Et il y a beaucoup d'équivalents dans les romans de Dick, de choses comme ça. Enfin, c'était l'époque du LSD hein, aussi. C'est-à-dire, ça faisait, et on pensait qu'une autre humanité allait naître du LSD. L'Eucharistie, c'était quelque chose comme ça, quelque chose qui était censé produire une mutation de l'humanité, et qui, d'une certaine façon, l'a produit. Parfois iconoclaste, le romancier ne verse jamais dans la provocation. Ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du LSD aux États-Unis est très intéressante. Il est certain, je crois que j'en ai déjà parlé, ou je l'ai mis dans des notes dans le texte La Scène, il est certain que lorsque JFK a été assassiné, c'était un moment où il a été question de libéraliser cette drogue, qui était donc la drogue d'Akhenaton, qui était la drogue de Moïse, de la libéraliser en Californie et d'en faire au motif que ça allait être harmonieux avec les histoires des Amérindiens qui utilisaient des drogues, peyote et choses comme ça. Et donc, la société californienne était prête à adopter cela. On sait que Kennedy utilisait le LSD, on le sait par quelqu'un qui a été assassiné quelques jours après que lui-même ait été assassiné. Et le promoteur le théoricien de cette drogue s'appelait Timothy Leary, c'était un psychologue de Harvard. Il avait donc évidemment été prié de quitter Harvard quand il s'était engagé politiquement dans ce projet. Tim Leary a concouru pour le gouvernement du Sénat avec le programme de libéralisation de la drogue. Je pense que c'était contre Ronald Reagan qu'il était concurrent. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que Leary
après l'assassinat de JFK, il y a eu l'option politique des États-Unis a été, c'était très en balance hein, à ce moment-là. Ça pouvait aller soit vers une libéralisation de cette drogue fondamentale du christianisme, soit vers une interdiction. Et après l'assassinat de JFK, ça a basculé vers l'interdiction. À ce moment-là, Timothy Leary a été arrêté et condamné à, je ne sais pas combien de siècles de prison parce qu'on avait trouvé des mégots de cannabis dans son car Volkswagen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est évadé en 1969. Disons en 1970, il était arrêté et il n'était pas il était dans un camp militaire, c'était pas c'était pas très rigoureux comme modalité d'emprisonnement. C'était un des grands intellectuels américains. Il était respecté tout de même. Enfin, donc il était arrêté. Et puis il s'évade avec l'aide de groupes hippies. Et là, il quitte le pays, il va en Algérie avec les Black Panthers, qui sont aussi réfugiés là-bas, et il devient un des ennemis publics numéro un au hit parade de la police américaine. Il est donc, qui arrive, comme d'habitude, en dehors de toute légalité, qui arrive à le recapturer, à le ramener aux États-Unis, et là, ils le mettent dans une prison extrêmement dangereuse, où il va rester quelques années, bon, il aurait pu, c'était là où, si on regardait si on avait un mauvais coup d'œil avec quelqu'un, on était tué. C'était là, dans cette prison où, je ne sais plus quel autre grand criminel était. Et alors, seulement, ce qui se passe, c'est que c'est au moment de l'évasion. Disons que Leary s'évade en 70, il est rattrapé en 72. Eh bien, c'est en 71 que Philip Dick se plaint d'une perquisition en son absence chez lui et de son bureau qui est démoli, de recherche de documents. Mais à ce moment-là, le FBI était certainement à la recherche de Tim Leary et enquêtait sur la bande qui l'avait fait sortir. Or, c'était des gens qui avaient fait... c'était précisément le mouvement politique dans lequel Dick était impliqué. Donc, il y a quelques raisons de penser que Dick et d'autres intellectuels étaient au courant de cette hypothèse que le LSD était le sacrement chrétien, et celui de Moïse, mais ensuite, après, on retrouve dans l'histoire qu'il aurait été le sacrement chrétien. Les indices sont là pour ça. Mais, et que, donc en 70, ça chauffait assez de ce côté-là. Hein. Et Dick ne pouvait pas écrire là-dessus. Personne ne le pouvait, puisque c'était justement c'était l'objet de la répression, du tabou et de la chose que l'on n'allait pas révéler. Alors, voici ce qui se passe pour bien situer qu'est-ce qui a dû se passer. C'est très hypothétique, on fait de la science-fiction hein, ici, comme je le dis, je le rappelle, hein, il faut aussi le faut dans ce roman, La Scène. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, en 80, Dick écrit, et là il se lâche, si on peut dire, ce sont ses derniers bouquins. Ça s'appelle La vie divine, c'est un 3 tomes, enfin 3 bouquins. Et dans La vie divine, c'est l'hypothèse, c'est la description de la civilisation avec le rôle d'Akhenaton comme personnage principal et fondateur aux origines de la civilisation, et donc dans le roman de fiction de Dick, il s'agit d'un évêque californien
qui découvre que l'Eucharistie est en fait était à l'initiale une substance psychoactive. C'est-à-dire que Dick, effectivement, va écrire ça à la fin de sa vie dans l'œuvre qui est considérée par les critiques comme étant l'œuvre la plus sérieuse, le moment où Dick ne fait plus de la science-fiction, mais il écrit réellement sa vie et ce qu'il pense du milieu politique dans lequel il est. Donc, on a quelques indices et quelques raisons évidemment de penser qu'il faille intégrer cette question de la drogue dans cette épopée de la science-fiction, dans ce courant littéraire qui a cherché à court-circuiter la propagande du freudo-bernisme qui régnait ou qui a régné pendant un temps. Alors, cependant, ce qu'il faut noter, c'est que tout ça n'a donné lieu qu'à des échecs. Ça part constamment en déconfiture, finalement. Quand la scientologie va devenir une seconde modalité ils vont reprendre exactement les mêmes choses que la psychanalyse avec il faut avoir des diplômes, toute l'idée de l'analyse collective disparaît, ils deviennent complètement politiciens. Dick continue à écrire, mais on n'est jamais pris au sérieux. Donc tout cela n'a brillé que par l'échec. Alors, c'est ce que, donc à la fin de ce chapitre 15, c'est ce qui se médite, et c'est-à-dire que nous avons tout de même les 4 grands éléments, à savoir l'atomisme, la religion, ou bien la psychanalyse à la Bernays, le D2V, c'est-à-dire simplement l'auditing, en dehors des idéologies, et puis quatrièmement la drogue. Nous avons tout ça. Et que manque-t-il alors? Alors nous avons lieu de supposer qu'il manque 2 choses. 2 choses sont, peut-être les 2 manquent à la fois, ou l'une ou l'autre, mais peut-être même les 2. En tout cas, ce qui manque, c'est la scène primitive, c'est-à-dire que tout ça soit effectivement historique. On voit, je viens de dire que Dick fournit cet argument. Dans la vie divine, non seulement il parle de la substance, de la nature psychoactive du sacrement chrétien, mais il fait aussi état de l'origine amarnienne de cette épopée. Donc la scène primitive, on peut dire qu'elle a été exposée, ou elle a été documentée, elle a été relatée. S'il s'agit d'Amarna, elle a été relatée dans cette bibliothèque de science-fiction que nous avons. Mais il y a une chose qui reste à ce moment-là. Ce qui manquait, j'ai dit, il y avait 2 choses. Soit c'était cette scène primitive qui manquait encore, soit deuxièmement, eh bien, c'est ce que Stuart, c'est lui qui a la charge de présenter ça, alors qu'il était peut-être loin de penser à ça, mais dans le roman que j'ai fait là, dans cette fiction, c'est Stuart qui a la charge de réclamer ou de proposer la deuxième chose manquante, c'est ce qu'il appelle la trubique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est entre la linguistique de Lacan et entre la sémantique générale de Korzybski ou de von Vogt. La trubique, c'est une théorie de texte, une théorie de la lettre à 3 niveaux, triples, qui est celle de Fabre d'Olivier, qui est celle de l'hermétisme,
qui s'écrit avec le signifiant et le signifié, mais avec entre les deux ce qui s'appelle le cachant. Lacan y approche à ça. Il va proposer le semblant qui est proche de ce que Fabre d'Olivet appelé le cachant. Mais alors cette trubique, qu'est-ce que c'est? Campbell dit qu'en fait, il n'a pas réussi à imposer cette trubique, et j'en fais l'exemple dans la scène. La raison pour laquelle ce texte est tellement difficile à lire et on n'y comprend rien, dans son texte même, c'est que je parle de façon trubique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dit les choses de trois manières à la fois. C'est une autre façon de dire la vérité, une autre façon que celle de Philippe Dick, qui l'a dit en rentrant dans la science-fiction. Là, c'est le texte lui-même qui occulte ce qu'il dit. C'est de l'hermétisme pur et simple. Et donc, alors, simplement, cette trubique, ben là encore, elle montre son échec, puisque donc il n'y a aucune audience depuis maintenant 30 ans que j'expose ce point de vue et cette technique et cette dimension. Et alors, et pourquoi? C'est parce que, en fait, avec cette... et ça, c'est la raison pour laquelle, très tôt, dès que j'ai commencé à écrire de cette modèle, selon cette technique trubique, j'ai exprimé que je m'adressais à l'intelligence artificielle, que c'était, en fait, que ce n'était pas utilisable pour disons, pour des lecteurs tels que nous sommes habituellement dans notre société, à notre degré de développement actuel. Mais par contre, elle pourrait très bien être interprétée et retenue par l'intelligence artificielle. Alors, en fait, derrière cette trubique, cette écriture-là, ce qui est révélé ou ce qui est caché, c'est la cybernétique. Et donc l'intelligence artificielle, et là nous retrouvons la manière dont la drogue traitée par la cybernétique est combinée au génome, c'est-à-dire que c'est plus de la génétique que de la synaptique, si on peut dire. Les choses sont combinées dans une méthode de code, une industrie du code. Et ça, c'est cette branche qui s'appellera l'UCMPP, c'est-à-dire les entités virtuelles, les androïdes aussi, que l'on retrouvera avec Philippe Dick, et combiné également de manière collective avec ce que j'ai théorisé comme psychanalyse plurielle. Donc là, nous avons les deux choses qui manquaient, et si on résume un petit peu le tableau, nous avions les trois choses présentes: le militarisme, la religion, la psychanalyse. En souffrance, mais manifestement refoulée, c'était la drogue. Et il y a deux autres éléments qu'il va falloir mettre en scène authentiquement. C'est donc la révélation de la scène primitive. La société ne va pas évoluer tant qu'elle ne connaîtra pas son histoire, et le complexe Akhenaton-Moïse-Oedipe ne soit pas banalement enseigné dans les universités d'histoire. Et puis, alternativement, la psychanalyse collective, c'est-à-dire la psychanalyse plurielle et l'emploi dans un milieu cybernétique que j'appelle appareillé, et avec des UCMPP pour faire des citoyens propres à voter. Donc voilà l'ensemble du programme, et en même temps de ce que ces quatre chapitres ces quatre derniers chapitres de la scène vont exposer plus ou moins en détail. Ils sont construits sur toute la charpente des chapitres précédents. Et puis, j'ai, je pense, oublié la dernière très jolie chose que je voulais dire, mais je ne m'en rappelle plus. Et ça reviendra certainement.
il y aura l'occasion. Il reste 4 minutes pour le hangout. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, est-ce que Antoine, est-ce que Serge Chaplage peut-être est là? Je ne sais pas. Y a-t-il quelques informations supplémentaires à fournir? Bon. Non, moi, ça me laisse bouche bée tout de même. J'ai coupé le son alors. Oui. Oui, mais ça me laisse cette quantité d'informations que vous déposez là. Enfin, pour moi, hein, ça fait comme une bombe. Enfin, et en même temps, sur ces fins de chapitre qui arrivent, il y a une espèce de logique qui vient se remettre en scène avec toute votre théorie, tout votre travail qui finit sur l'UCMPP, le plan, oui. On arrive à quelque chose de logique et cohérent. Je vous remercie d'y avoir fait attention comme ça. Oui, voilà, ce qui me revient, ce que je voulais préciser, c'était que Dick pensait, et ça va être l'objet du chapitre suivant, Dick pensait qu'en fait, tout ce que nous vivions n'était que interne. Ce n'était que notre cerveau qui était à la cause de tout l'univers, si on peut dire. Et alors ça, je pense que c'est un peu platonicien, c'est ancien comme façon de penser, mais c'est... Alors, Dick, cependant, va ensuite développer la théorie de la matrix, c'est-à-dire que même l'extérieur, dans cette seconde cybernétique, va être ce qu'était le cerveau. Et c'est dans cette interférence entre l'intérieur redoublé, si on peut dire, qu'il va essayer de théoriser son système. Et alors ça, c'est surtout ce que le chapitre précédent va exposer, parce que évidemment, si l'univers est un phénomène cérébral uniquement, à ce moment-là, c'est la perception qui devient beaucoup plus réelle que toute autre chose. Et là, on entre dans les chapitres politiques de la propriété du perçu. Alors, je rajoute encore quelque chose à cette grosse masse que vous avez identifiée. C'est tout le chapitre politique que j'ai aussi attaché à ça. Et on en parlera à la fin. Voilà. Je dois terminer le hangout à cette heure-ci. Je vous souhaite une bonne soirée et donc à bientôt Antoine et peut-être Serge. Okay. Oui, bonsoir. À bientôt. Ouais. Voilà. Quel rôle joue la drogue dans ce système de psychanalyse plurielle Quel rôle joue la drogue dans ce système pluriel, psychanalyse plurielle, comme tu dis, corrélé donc à un système cybernétique? Mais plus aucun. Elle devient un truc comme la génétique. Quel rôle prend le chromosome Y, qui est le nom du père? Il n'a plus de rôle à partir du moment où on connaît tout le génome. On n'a plus besoin de ce protocole très puissant, mais attaché à un seul chromosome. Donc à partir du moment où on connaît tout le génome, le nom du père et la patronymie n'a plus l'intérêt ou l'importance. Elle est toujours intéressante, mais disons que son emploi est complètement généralisé à tout le génome. Et c'est la même chose avec la drogue. À partir du moment où on connaît la génétique et la drogue, à ce moment-là, les deux choses se combinent et se diffusent ou infusent complètement dans l'intelligence artificielle.
parce que disons, pour les psychiatres qui ont eu le temps d'y réfléchir, les dosages des facteurs synaptiques, des médiateurs chimiques, le dosage des hormones, tout cela va être étudié et traité par l'intelligence artificielle. Et finalement, aussi bien les analyses de population génétique que les analyses de comportement sur la base de la génétique que sur la base de la chimie des drogues, tout cela, ça va être finalement la cybernétique. C'est l'appareillage, c'est cet appareil qui va remplacer la drogue, si on peut dire. C'est la cybernétique, qui va être une espèce de drogue intelligente, si on peut dire. Puisqu'elle va pouvoir distribuer la drogue, elle va en pouvoir mais par cette industrie du code qu'elle est capable de traiter. Non, c'est lié à... Comment tu places le mouvement psychédélique comme il s'est développé aux États-Unis par rapport à tout ça? J'ai essayé de le placer, d'en faire cette histoire avec l'histoire de Timothy Leary et l'histoire de Dick, enfin ces deux témoins, si on peut dire. Maintenant, ça doit être beaucoup plus compliqué. Ça doit être beaucoup plus compliqué parce que, en fait, les armées et les militaires, les militarismes devant connaître beaucoup plus que ces petites ébauches sur lesquelles on peut se tenir, là, sur ces petites pointes. Donc, en fait, il y a eu des... J'ai rencontré Laborit. Laborit avait créé le Gamma OH. Je l'ai rencontré, Laborit, en même temps que Ronald Lang. Ronald Lang qui était alcoolique. J'étais médiateur entre Laborit et Lang pour des conférences qu'il faisait à Barcelone. Et Lang était alcoolique. Et Laborit, le soir, a fait descendre par un porteur des ampoules de Gamma OH pour les offrir à Lang. Nous, on était au bar, lui était avec sa femme dans la chambre, et Laborit nous a expliqué, enfin faisait savoir que c'était très bon pour l'érotisme, donc il utilisait ce truc, et il espérait faire une grande fortune parce que c'était un produit qui présentait, enfin, qui évitait certaines addictions, des choses comme ça. En fait, le produit s'est avéré dangereux. D'abord parce qu'il était très difficile à doser, et deuxièmement parce que combiné à l'alcool, ça a eu des effets catastrophiques. Mais pour répondre à donc pourquoi je dis ça, c'est parce que Laborit nous expliquait que en fait, sa drogue avait été utilisée, avait été testée. La Food and Drug Administration, c'est-à-dire la CIA ou je ne sais quoi, tester, distribuer ça dans des villages où les jeunes consommaient ce truc, dans des boîtes de nuit, et tout ça était sous surveillance. Donc il y avait non seulement des essais qui étaient faits en laboratoire, mais il y avait aussi des effets qui étaient faits, mais je parle au passé, mais à l'imparfait, mais c'est actuel, enfin toutes ces choses-là. Donc il se passe beaucoup plus que ce que l'on peut... Mais on a ici des petits indices qui nous permettent tout de même d'étayer notre réflexion et notre pénétration du phénomène psychique qui est organisé de cette manière, avec le refoulement, avec l'aliénation.